David, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mamadou. Merci, vous faites comme chez vous. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre dernière publication, Le général ne vit pas d'amour, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour entamer l'émission, je vais faire un bref dépeint dans une langue alerte, empreinte d'un humour corrosif, tranche de vie, disons, tranche de vie brisée ou arrachée à des hommes et femmes en quête de quiétude et d'amour dans un pays, le Togo, où l'oppression se décline dans toutes les traces de la société, où le pouvoir se mesure au nombre de victimes qu'on peut faire et où le bruit des bottes militaires sort. Monsieur David. Alors, je suis David Pelli, je suis togolais, Oui. et j'habite au Mali depuis presque 12 ans maintenant, parce que je suis là depuis 2008, et je suis actuellement directeur général adjoint Oui. à l'ISTAG, Oui. un institut universitaire, Oui. et je suis également enseignant de management Oui. et de communication Oui. à l'université Montplaisir. Oui. Et Qui rêvait ce titre, monsieur David? le général ne vit pas d'amour, c'est le titre Oui. du recueil éponyme de la nouvelle éponyme de ce recueil-là. Oui. C'est la 5e nouvelle Oui. du recueil, Oui. et de la 4e plutôt. Oui. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le général ne vit pas d'amour. Oui. Et la négation du titre déjà dit beaucoup de choses sur ce que je voudrais dire. Oui. Aussi général Oui. et amour. Amour. Oui. Et presque toutes les nouvelles se déroulent au Togo. Il y en a qui se déroulent au Mali. Oui. Il y a une partie qui se déroule au Mali, Oui. au pays d'adoption. Oui. Mais la majorité des nouvelles se déroulent au Togo. Oui. Alors, la négation là entre général Oui. et amour ressort dans toutes les nouvelles du recueil. Du recueil. Parce que pour qui connaît le Togo, Oui. le Togo est une vraie dictature militaire depuis Effectivement. 1967, Oui. et un pays qui réellement est dirigé par des militaires, même si le régime a une façade civile. Un pays qui est dirigé par des militaires qui, à chaque occasion, posent tous les actes inhumains et méchants et violents possibles pour garder le pouvoir. Alors, une situation de ce genre ne peut jamais laisser indifférent qui que ce soit. Parce que moi, je suis togolais, je suis Oui. né là, j'ai grandi là, Oui. et j'ai essayé dans ce livre de raconter de petites histoires, Oui. c'est-à-dire des histoires de petites gens qui ne sont pas nécessairement impliqués dans quoi que ce soit. Ils ne sont pas des hommes politiques, ils ne sont pas des hommes d'affaires, ils ne sont pas de grands riches, ils sont pas de... La première nouvelle, c'est une étudiante et un étudiant. La deuxième nouvelle, c'est un étudiant malien est parti étudier au Togo. Oui. La troisième nouvelle, c'est une prostituée et un joueur de foot. De foot, oui. Et la quatrième nouvelle, qui est le général ne vit pas d'amour, Oui. là, c'est un jeune auteur togolais qui a fui le Togo, qui est venu s'installer au Mali, et un personnage qui peut peut-être me ressembler, Effectivement. et qui retourne au Togo pour un bref séjour, et qui découvre que le pays qu'il a quitté n'a changé en rien. C'est-à-dire le pays est resté aussi violent, aussi repoussant que ce qu'il a quitté. Alors, donc, j'ai essayé à travers ces petites histoires-là, Oui. de raconter comment l'oppression je ne sais pas comment le dire, peut rendre la vie difficile oui. à de petites gens, jusqu'au point de les empêcher d'aimer. Parce que on a l'impression, ou bien on a cette tendance-là à croire que l'amour, c'est gratuit. On peut s'aimer partout, on peut s'aimer dans tous les environnements. Non, mais je dis non. Parce que quand on vit dans un environnement comme celui du Togo, on assiste la moindre des choses qu'on puisse faire, même aimer, on ne peut pas le faire. Parce qu'on se retrouve toujours face à cette violence-là d'État, à cette violence militaire qui surgit à chaque fois. Donc, quand vous suivez très bien la majorité des tests, c'est comme ça, c'est des histoires d'amour brisées, et derrière, on retrouve toujours des bottes militaires quelque part, des armes quelque part, des treillis quelque part, etc. Donc, c'est en fait ça, le titre, c'est ça, le général ne vit pas d'amour.
Le général, peut-être ce dont il vit, Oui. c'est le pouvoir. C'est son pouvoir qu'il veut garder à tout prix. À tout prix. Oui. Et à tout prix. Alors, si je comprends bien, dans Je les vais essayer de partager. D'accord. Sur... Alors, je disais que si je comprends bien, à travers ces 6 nouvelles, si je comprends bien, c'est l'oppression sur les citoyens Oui. Que l'État, Oui. parce qu'il faut le dire, hein, Oui. c'est que l'État les fait subir Oui. jour de nuit, Oui. n'est-ce pas? Alors, Monsieur David, merci. Oui. Monsieur David, vous, en tant qu'écrivain, célèbre écrivain, togolais. Pas célèbre. Ah oui, célèbre. Moi, je vais vous appeler célèbre parce que, oui, acceptez-le comme ça. Alors, Monsieur David, Pas célèbre. Monsieur David, Oui. Allez-y. que vous soyez un écrivain, que vous soyez un artiste chanteur, que vous soyez un chorégraphe, on le dit souvent que nous avons des sources d'inspiration. Alors, vous, en tant qu'écrivain togolais, quelles sont vos sources d'inspiration ou quelle est votre source d'inspiration? Merci. Oui. Ma source d'inspiration, et d'abord il faut peut-être dire que on pourrait peut-être me classer parmi ces auteurs-là qu'on appelle des auteurs réalistes. Oui. C'est-à-dire, je décris beaucoup plus le réel dans ce que je fais. Oui. Je fais peut-être pas la science-fiction, je n'écris pas des tests, je sais pas quoi, je suis réaliste. Oui. C'est-à-dire, je décris tout ce qui se passe autour Autour de de moi. nous, oui. C'est pourquoi la plupart de mes tests soit se passent au Togo, au Mali, Mali, oui. parce que c'est les deux pays au monde que je connais le mieux. Donc mes sources d'inspiration, Oui. c'est autour de moi, tout ce que je vois, ça m'inspire. Effectivement. Ça m'inspire. D'accord. Donc, je puise mon inspiration un peu partout, du réel. Du réel. Oui. D'accord. Alors, derrière ce titre ironique, le général Vitamou se dévoile une image du Togo actuel en proie aux violences politiques, rivalités ethniques et conditions misérables de tout un peuple. Est-ce que, comme on le dit très souvent, un auteur ou un écrivain doit être à mesure de porter le fardeau qui pèse sur la société, sur la société dans laquelle l'auteur vit, en fait, afin de donner ou dénoncer les inégalités qui se trouvent? Est-ce que c'est ce que Je vois l'avenir un système qui combat, qui défend une cause. Moi, je trouve que c'est le travail que fait un écrivain. Peut-être beaucoup n'accepteront pas, mais est un peu trop désolant par rapport à certaines réalités. On prend par exemple des gens qui commencent à tirer sur un peuple. Oui. Et comme ça se passe, qu'est-ce que l'auteur fait? Un écrivain, qu'est-ce qu'il fait? Il s'indigne, il dénonce comme ce que je fais tous les jours. Oui, oui. Mais le mal persiste. Effectivement. Le mal persiste. Oui. C'est vrai que à un moment, il faut poser le problème. Il faut, quand on est incapable de faire quoi que ce soit, il faut au moins s'indigner parce que c'est la dernière des choses qu'on puisse faire. Et il faut au moins s'indigner. Mais je n'aime pas trop l'étiquette d'écrivain engagé parce que je me dis, c'est pas ça ce que je voudrais faire en fait. C'est pas ça ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je vois une situation qui n'est pas normale parce que j'ai un monde rêvé. Parce qu'un auteur, après tout, c'est un rêveur. Et on a un monde qu'on imagine, on a un monde qu'on se représente. Et quand le réel auquel on est confronté n'est pas nécessairement ça, ça nous pousse à écrire, ça nous pousse à dire des choses. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je vois autour de moi des choses qui se passent avec lesquelles je ne suis pas d'accord et je le dis. Je le dis, pas nécessairement dans le but de me confronter à qui que ce soit, mais je le dis quand même. Donc c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Il y a des gens qui aiment beaucoup cette citation d'Aimé Césaire. Ma bouche sera la bouche des malheurs, ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au casus de l'espoir. Bon, moi je ne suis peut-être pas dans cette prétention-là. Moi, je ne veux pas parler pour qui que ce soit, parce que tout le monde peut parler pour soi, même si tout le monde n'a pas nécessairement une tribune assez forte pour s'exprimer. Mais moi, je pense que l'universalité
de l'humain Oui. que je porte en moi. Oui. C'est ça qui s'exprime à chaque fois que je m'indigne, à Oui. chaque fois que je vois quelque chose et je dis, ça ne devrait pas être comme ça. Oui. C'est l'humanité. Donc, nécessairement, ce n'est pas un combat que je suis en train de faire, même si des fois, ça peut être récupéré comme un combat. Effectivement. Oui, oui. Alors, c'est bien entendu. Alors, je rappelle que nous sommes en direct du studio d'Actuel Média. Il y a des gens qui nous ont déjà manqué. En fait, il y a d'autres personnes, disons, il y a certains téléspectateurs qui viennent de nous suivre tout à l'heure. Alors, le général ne vit pas d'amour et de l'auteur togolais du nom de David Kelly, qui est notre invité d'aujourd'hui. Alors, Monsieur David Kelly, il a écrit quelque part dans votre livre, je cite, il n'y a que deux moyens possibles pour rester dans ce pays, être faux ou être mort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça, c'est pas moi qui le dis. Oui. C'est un dans la quatrième nouvelle, le général ne vit pas d'amour. Oui. Alors, peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vais essayer de dire ce qui s'est passé. Oui. Et le personnage qui a dit ça, et c'est Yao Aziao Vivina. C'est un jeune auteur Oui. togolais qui a fui le Togo parce que, étant chômeur, Oui. il a participé à une manifestation des étudiants chômeurs, des chômeurs, Les chômeurs. qui a dégénéré parce que les chômeurs ont voulu manifester, le pouvoir ne voulait pas qu'ils manifestent, donc ils ont envoyé des policiers, des militaires, les marquer, et les étudiants, les chômeurs ont riposté en lançant des cailloux et tout. Oui. Donc, Yao Aziavivina faisait partie de ce groupe-là qui a manifesté, et comme il y a eu des arrestations et des morts, il a eu peur qu'on l'arrête lui aussi, il a fui du Togo pour venir au Mali. Et à la longue, il est devenu auteur, Oui. et il est invité pour un festival de littérature Oui. au Togo, pour quelques jours. Oui. Et à l'aéroport, il rencontre un de ses anciens camarades de classe, Oui. et qui a eu la chance, dans tout leur groupe d'étudiants, Oui. de trouver un boulot juste après son diplôme. Oui. Et il a trouvé un boulot, et bizarrement, Yao Aziavivina le retrouve en tant qu'évangéliste ambulant, Oui. en train de distribuer des tracts évangéliques Oui. à l'aéroport. Oui. Donc il est étonné de le voir, et il lui demande, ben, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, tu es ingénieur informaticien, qu'est-ce que tu deviens? Pourquoi tu... Donc, le monsieur lui raconte son histoire. Un matin, il s'est réveillé, il a vu des militaires qui ont frappé à sa porte. Oui. Ils lui ont dit qu'il fait partie d'un groupe de gens qui ont brûlé le marché du quartier. Et sans rien lui demander, on le met en prison. Oui. On le met en prison. Oui. Et sans jugement, sans rien, sans enquête, sans rien. Et c'est en prison qu'il découvre que le gendarme qui l'a fait arrêter, le gendarme, l'accuse de vouloir draguer ou bien de courtiser sa copine. Sa copine. Donc c'était assez déjà pour qu'il le mette en prison. Oui, Donc oui. on l'a mis en prison, et c'est en prison qu'il d'un pasteur nigérian qui arrive à le convertir au christianisme. Oui. Et donc il est devenu comme ça évangéliste. Oui. Il propage la parole de Dieu Oui. dans la ville, à l'aéroport, dans la ville, dans les rues, etc. Oui. Donc Yao Aziavivina était tellement étonné de cette situation, mais il se dit, au moins celui qui a pu trouver du travail, Oui. le pays a encore réussi à le briser, parce qu'il a été totalement brisé. Oui. Et là, il s'est souvenu, Yao Aziavivina s'est souvenu Oui. de ce que l'un de ses profs disait au lycée. Dans ce pays, Oui. il n'y a que deux moyens pour exister. Oui. Soit il faut être faux, soit il faut être mort. Et cette phrase suffit pour montrer, je crois bien, le mal de vivre qui s'abat dans lequel vit tout le monde dans le pays. Et c'est ça. Donc c'est ça. C'est une phrase qui est un peu terrible, Oui. et qu'on peut trouver caricaturale, qu'on peut trouver cynique, mais je crois que c'est la phrase qui suffit vraiment pour résumer tout ce livre. Tout ce livre. Oui. D'accord. Alors, c'est bien entendu, Monsieur David. Alors, le général ne vit pas d'amour est un recueil de nouvelles. 6 nouvelles, je rappelle, œuvre, on peut le dire comme ça, c'est une œuvre autobiographique, d'une part. Oui, je dis d'une part, parce que je viens, dans lequel vous, en tant que l'auteur, vous défendez à travers Yao, le personnage principal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec qui vous avez eu des parcours similaires.
dites-nous, est-ce que votre pays, le Togo, traverse des moments tragiques que vous êtes exilé au Mali? Est-ce que c'est parce que le Togo traverse des moments difficiles, des moments terribles que vous êtes vous exilé au Mali? Dites-nous, est-ce que c'est cela la cause? Vraiment? Oui, justement. Parce que, vous savez, moi, je n'ai rien contre l'exil, Oui. j'ai rien contre l'immigration. Oui. Mais moi, je pense quand même que quand on quitte son pays, Oui. pas pour aller découvrir, hein, pas pour aller en vacances, pas pour aller, je sais pas, mais quand on quitte son pays, Oui. déjà, Oui. pour aller s'implanter, Oui. s'installer Oui. dans un autre pays, Oui. c'est parce qu'il y a un problème à la base. Effectivement. Ça, il faut le dire, il faut pas passer par quatre chemins pour le dire. C'est parce que ça ne va pas Oui. qu'on s'en va. Oui. Donc, et moi, oui, c'est un peu comme ça, parce que moi, j'ai quitté le Togo, je suis arrivé au Mali juste pour un stage de 2 mois à la Banque de l'Habitat du Mali. Oui. Et imaginez, j'ai quitté comme ça, et j'ai fait toute cette distance-là Oui. pour un stage de 2 mois. 2 mois. Donc, vous imaginez ce que ça donne, hein? Le degré de désespoir qui peut me faire quitter mon pays juste pour un autre pays, pour un stage de 2 mois. Uniquement pour un stage de 2 mois. Juste pour un stage de 2 mois. Oui. Vous voyez? Et après ça, je ne suis plus jamais reparti. Oui. Je ne suis plus reparti au Togo après ça. J'ai décidé de m'installer au Mali après ça. Oui. Alors, dites-moi, si mon pays faisait rêver, j'allais pas rester. Effectivement. J'allais pas rester. Oui. Alors, ça, c'est depuis 2008 que vous êtes là, Oui. vous êtes au Mali. Oui. Voilà. Alors, M. David, on continue. Vous êtes beaucoup optimiste en telle enseigne que vous avez misé sur l'alternance du pouvoir, Oui. si je ne me trompe pas. Alors, si l'opportunité vous est offerte aujourd'hui de retourner dans votre pays natal, le Togo, est-ce que vous allez l'accepter? L'opportunité, qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça? Quand je parle d'opportunité, voilà, vous avez fui, disons, je ne dis pas que vous avez fui, vous êtes venu en exil, Oui. parce que ça ne va pas au Togo. Oui. Et si aujourd'hui, ça va, tout est rentré en ordre, Oui. est-ce que vous allez accepter de rentrer au pays, en fait? Si tout est la première condition, c'est que si Faure Gnassingbé n'est plus au pouvoir. Ça, c'est la première des conditions. Oui. Oui. Si Faure Donc, Gnassingbé, oui, allez-y. Oui, s'il n'est plus au pouvoir, Oui. est-ce que je vais rentrer au Togo? Oui. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Oui. Si je juge nécessaire d'y aller, je vais y aller. Oui. Donc, si je comprends bien, toute cette tracasserie là, dans ce pays, c'est dû à Faure Gnassingbé? Bon, c'est parce que Oui. c'est dû à Faure Gnassingbé dans la mesure où c'est lui le président. qui est le président, donc c'est Effectivement. lui qui est le premier responsable Oui, du pays. oui, oui. C'est lui qui est le premier responsable du pays. Oui. Alors, je rappelle que nous sommes aujourd'hui mardi 25 février 2020. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'inviter un auteur togolais résident au Mali depuis 2008, Monsieur David Pelli, j'ai nommé, qui est notre invité d'aujourd'hui. Alors, ceux qui viennent de nous prendre en marche, ceux qui viennent de prendre le train en marche. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de sa dernière publication. Le général ne vit pas d'amour est un 6 nouvelles qui est publié aux éditions La Sahélienne. Alors, Monsieur David, vous avez une pensée pour le Mali, on le sent dans votre livre. Hein. Oui. Ainsi, vous avez parlé de Salif Keita, un jeune Malien parti au Togo pour étudier le droit. Et du coup, ce jeune homme est tombé amoureux, follement amoureux de Akso-Fa, la femme... Akwefa. Alors, excusez-moi. Akwefa, la femme d'un redoutable féticheur. Oui. Malheureusement, le périple des deux amoureux se tourna en noir, en fait. Monsieur David, racontez-nous un peu cette fameuse histoire. En fait, le titre du pays captif. Oui. Alors, l'histoire, c'est un jeune Malien qui est envoyé par son père faire des universités de droit au Togo et qui tombe follement amoureux d'une jeune dame, Akwefa, qui est séquestrée dans un sanctuaire par un féticheur, parce que c'est une jeune dame très belle, très jolie, et le féticheur l'a vue, il l'a aimée, et il a voulu d'elle, et ce qu'il a trouvé à faire, c'est de l'envoûter à Akwefa et de faire en telle sorte qu'on lui
malade à traiter. Donc, une fois qu'il a fini, il fait, il les deux, Oui. jusqu'à ce que Akoufa tombe enceinte Oui. de Salif Keita. Et là, Salif Keita a voulu la ramener chez lui au Mali. Mais le féticheur s'est opposé. Oui. Et devant je ne sais pas comment le dire, l'instant de Salif Keita, Oui. il a invité Salif. Oui. Il se retrouve seul dans son sanctuaire. Et c'est comme ça. Je ne vais pas donner la fin de l'histoire. Pour garder le suspense pour les lecteurs. En fait, donc, c'est ça. Mais je l'ai précisé dans le titre. Oui. C'est une allégorie. C'est une allégorie. Oui. Ce n'est que l'histoire du Togo. Oui. Vous savez, le Togo ressemble à cette fille à Rufa. C'est-à-dire très jolie. Oui. Et qui avait prometteur. Mais qui a eu le malheur, 3 ans seulement après son indépendance, de croiser la route de gens très violents et très méchants qui ont installé tous les moyens possibles pour l'opprimer, pour opprimer le Togo. Oui. Et vous savez que le Togo a connu, comme la plus grande partie des colonies françaises, a eu son indépendance en 1960, avec l'un des présidents les plus charismatiques, les plus visionnaires que l'Afrique ait connu, Sylvanus Olympio. Et en 1963, un coup d'État renverse Sylvanus Olympio et le tue. Oui. Le tue, hein, et ce qui fait que le Togo devient le premier pays de l'Afrique francophone à connaître cette affaire-là de coup d'État. Qui ouvre un cycle macabre de coup d'État en Afrique. Alors, donc, le Togo est dans cette situation-là de cette jeune fille qui est séquestrée par une bande de personnes très violentes, sans foi ni loi, qui mettent tous les moyens en eux pour le maintenir en activité. Alors ici, le Salif Keita, c'est tous ceux qui aiment le Togo, c'est tous les citoyens-là qui veulent aimer le Togo, mais qui veulent sauver le Togo de son oppresseur, mais qui se retrouvent face à la terrible réalité, leur impuissance. Parce que nous avons vu, Salif Keita, il a été impuissant pour défendre son amante. Il n'a pas pu la défendre. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette situation avec un peuple qui se rend ce peuple. David Kweli, merci beaucoup. Alors on continue toujours dans nos séries de questions. Bref, le général ne vit pas d'amour, nouvelle au titre beaucoup évocateur, relatant des récits de vie, des vécus douloureux, inimaginables. L'objectif du général ne vit pas d'amour, en fait, c'est comme tous les livres que j'écris. Je veux partager des histoires, je veux dire des choses, je veux raconter des choses et c'est ça. Je veux raconter de petites histoires de ces petites gens-là qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on ne voit pas parce qu'ils ne font pas la grande histoire, mais qui sont là et dans lesquels on trouve cette humanité universelle là dans chaque être humain. C'est ça. Donc c'est ça. Ce livre, je vais raconter des choses, je vais raconter des histoires, je vais parler des tranches de vie, je vais parler de l'humanité en chacun de nous et les différentes formes qu'elle peut prendre dans différentes situations, c'est tout. D'accord. Alors un ouvrage très beau, Le général ne vit pas d'amour, il est vendu à 5 000 francs. 5 000 francs dans toutes les librairies de Bamako, 5 000 francs pour au Togo et sur Amazon. Sur Amazon, un très beau ouvrage que je recommande à mes fidèles, disons à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, Monsieur David, nous allons parler un peu de la lecture au Mali. Alors, pas seulement au Mali, mais un peu partout en Afrique. Alors, quelle est votre perception sur la vie de la lecture en Afrique en général et au Mali en particulier? Merci. J'aime beaucoup je ne sais pas comment je vais l'appeler, c'est ce dicton ou cet adage où on dit quand tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Quand c'est très caricatural, mais dans une mesure, je vais vous raconter ces petites histoires-là. Et quand j'ai commencé à enseigner... Excusez-moi, vous avez
avez dit quand vous voulez cacher quelque chose en africain, le mettre dans un livre. Alors moi j'ai l'habitude d'entendre quand tu veux cacher quelque chose, un malien, il faut le mettre dans un livre. Bon, moi c'est toi qui le ramène au malien. Allez-y. On m'a toujours, j'ai toujours lu un africain. Oui. Et c'est pas mauvais de ramener au Mali parce que tu sais, et c'est ce que je dis généralement aux gens. Oui. Quand je parle du Mali, je parle de l'Afrique, surtout de cette partie francophone de l'Afrique. Parce que, en fait, généralement, cette erreur-là, on réduit l'Afrique à la partie francophone subsaharienne, c'est-à-dire Mali, Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire et tout. On fait cette mauvaise lecture-là. En fait, l'Afrique, c'est pas ça. En fait, on dirait même l'Afrique, ça n'a rien à voir avec ça, l'Afrique d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'on a quand même une Afrique qui, même si elle n'est pas aussi flamboyante que ça, n'est pas au niveau des pays africains francophones subsahariens. Oui. Donc, quand nous prenons par exemple les pays anglophones, le Ghana, le Nigeria, le Kenya et tout, c'est pas au même niveau que nos pays. Alors, je reviens à la question. Oui. Donc, on dit, quand tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Donc, oui. Je disais, c'est un peu caricatural, hein, mais c'est pas aussi faux que ça. Il y a beaucoup qui expliquent ça par le fait que nous avons toujours été une civilisation nous n'avons pas été une civilisation d'écriture parce que nous avons beaucoup plus une civilisation de l'oralité. Ça, c'est ce qu'on dit, oui. Qui n'est pas très faux, mais pour moi, qui n'est pas trop vrai d'ailleurs. Oui. Alors, je disais, je voudrais vous raconter cette petite histoire. Quand j'ai commencé à enseigner au Mali, oui. Mes premiers étudiants, j'avais remarqué qu'ils avaient tellement de lacunes en français. En français. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi les 10 meilleurs et je les ai amenés au Centre culturel français, oui. À l'Institut français, oui. Où je leur ai fait de ma propre poche les cartes d'abonnement pour retirer des livres et lire et tout. 2 mois après, oui. Quand je leur ai demandé, et donc le jour où on est parti retirer les livres, oui. Le jour où on est parti plutôt faire leur carte, ils ont pris 2 livres chacun, parce que l'abonnement donne droit à 2 livres, oui. Pour 2 semaines. Oui. Alors, ils ont pris les 2 livres, et 2 mois après, je leur ai demandé, vous avez fini, est-ce que vous avez pris d'autres livres? Oui. Vous savez, sur les 10, oui. Il y a 8 qui n'ont pas retourné les livres qu'ils ont pris. Il y a 2 qui ont retourné, qui n'ont plus pris d'autres livres. Donc, vous voyez combien c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire, ils n'ont pas lu. Aucun d'eux n'a lu. Et le deuxième constat que j'ai fait, quand je vais parce qu'avant, j'allais à la Bibliothèque nationale oui. Qui est juste à côté ici. Oui. Je suis étonné de ne pas y voir des étudiants. Il n'y a personne. Ça ne bouscule pas. Il n'y a personne là. Oui. Et je trouve ça étonnant. Je trouvais ça tellement étonnant. Mais j'ai fini par comprendre que les gens, ils ne lisent pas beaucoup plus. Je ne sais pas. Aux parents, aux étudiants, ça va être un très long débat. Oui. Mais je pense quand même oui. Que s'il y a une responsabilité, la première des responsabilités, je reviendrai toujours à la responsabilité à nos égards. Oui. Il y a rentrée littéraire oui. qui vient de finir. Effectivement. Et on a invité de très grands auteurs qui oui. Sont venus. Hein, oui, oui. Samy Tchak, oui. Pascal Kramer, oui. Pourquoi j'oublie son nom, l'haïtien d'Alembert. D'Alembert, oui. D'Alembert, oui, oui. Et de très grands auteurs oui, qui sont venus oui. Et qui ont sillonné des écoles, des lycées, pour parler de lecture, pour parler d'écriture oui. Et tout. Imaginez. Oui. Quand ils découvrent ces auteurs, c'est vrai, ça ne va pas automatiquement les changer oui. En lecteurs, mais ça change au moins quelque chose. Oui. Oui. Le fait de se retrouver devant des auteurs, oui. Vous lisez des livres, vous causez avec eux et tout, ça change quelque chose à ces enfants. Oui. Mais imaginez que durant toute l'année, oui. On organise des événements de ce genre 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et qu'on sillonne, que ces auteurs-là sillonnent les écoles, sillonnent les universités pour... Bon, je dis,
ça va changer quelque chose, ça va bouger quelque chose. Mais le problème, la culture représente l'État. Les budgets alloués à la culture ne représentent rien. Donc, il n'y a pas ces festivals, il n'y a pas de séminaires, il n'y a pas d'ateliers, il n'y a rien, il n'y a pas de rentrée littéraire, il n'y a rien. Des étudiants et des élèves qui sont là, personnellement dans l'écriture et tout. Bon, je me dis, ça ne peut pas faire des émules, ça ne peut pas créer des vocations. Effectivement, oui. Effectivement. Ça ne peut pas créer des vocations. Oui. Alors, M. David, ce désintéressement à la lecture, est-ce que est-ce que ça doit avoir des causes, n'est-ce pas, des causes profondes. Est-ce que nous, auteurs, vous pouvez citer quelques causes de ce désintéressement à la lecture? Ah oui, c'est ce que je dis. D'abord, je dis, nos États ne font pas ce qu'ils doivent faire. Oui. Donc, nos États ne font pas, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Quand il s'agit de la construction des bibliothèques, la sensibilisation. Ah oui, la sensibilisation. Des événements culturels, j'invite des auteurs que les enfants voient, qui les fait rêver et tout. Parce que la lecture, ça ne vient pas comme ça gratuitement. Effectivement. Moi, par exemple, je suis enfant d'enseignant. Oui. Donc, mon cas est un peu différent. Parce que moi, j'ai grandi au milieu d'une bibliothèque, à côté d'une bibliothèque. J'ai grandi au milieu des livres. Et mon père me mettait des livres entre les mains, je lisais, j'avais assez à l'écouter, je prenais tout ce que je voulais lire et tout. Et c'est ça, comme ça, c'est comme cela que mais tout le monde n'est pas enfant de quelqu'un qui aime. Le seul endroit où ils peuvent trouver des livres, c'est dans des bibliothèques, c'est dans les écoles pendant des manifestations littéraires, c'est dans des endroits, c'est dans des centres culturels et tout. Mais imaginez, bon, au moins au Mali, on a le centre culturel Joliba, il y a des livres, mais il y a des pays africains francophones. Vous y allez, après le centre culturel français, vous n'avez pas le centre culturel qui est financé par ce pays-là. Mais ça ne suscite aucune vocation. Ça ne suscite aucune vocation. Oui. Oui. Alors, M. David, alors, comme vous avez parlé un peu des causes du désintéressement à la lecture, alors, est-ce que vous pouvez citer ou nous préconiser quelques solutions pour remédier? En fait, avant d'arriver à cette question, M. David, vous avez jeté la première responsabilité sur l'État. Mais moi, je pense que d'abord, les parents doivent inculquer l'art de la lecture chez l'enfant depuis le bas âge. Je pense que vous l'avez quand même évoqué. Alors, M. David, on continue toujours. Quelles sont, selon vous, les solutions pour la lecture? Pour revenir un peu au de la responsabilité des parents, ça je rejette. Dire, tous les parents ne sont pas, parce que nous sommes en Afrique, tous les parents ne savent pas lire, ils ne connaissent pas les livres. Donc, le grand travail quand même peut être fait à l'école. Quand on parle de l'école, on parle de l'État. Donc, je ne refuse pas. Des parents aussi ont une part de responsabilité. Les enfants même, hein, les enfants aussi ont une part de responsabilité. Effectivement. Mais moi, je mets encore beaucoup plus cette responsabilité sur l'État. Effectivement. Oui, sur l'État. Sans dédouaner totalement les parents et les apprenants. Oui. Alors les solutions, les solutions, je commence toujours par le haut, l'État. Il faut organiser des manifestations culturelles. La rentrée culturelle, la rentrée littéraire plutôt au Mali, je crois que c'est presque le seul événement national littéraire au Mali. Pour ce grand pays, quand même, il faut dire que c'est très peu. Très peu. Au moins, chaque mois, il faut qu'il y ait quelque chose. Je pense qu'il y a je ne sais pas le quoi manuscrit là. Qui est programmé pour ce mois ou le mois de mars. J'en ai jamais entendu. La foire au manuscrit. La foire au manuscrit, la foire au manuscrit, qui est jeune, qui est une initiative. Effectivement. La foire au manuscrit, oui, mais c'est pas encore suffisant. C'est pas suffisant. J'ai vu sur le programme de la rentrée littéraire que les étudiants étaient localisés et tout, mais c'est pas encore suffisant. Il faut dans le coin le plus reculé,
dans le coin le plus reculé de Caille, puisse avoir l'occasion de rencontrer Sami Tchak, de rencontrer Pascal Kramer, de rencontrer D'Alembert, de rencontrer Annie Liveret, c'est-à-dire de rencontrer des auteurs qui leur donnent des rêves, qui donnent des ambitions. Mais quand on attend toute une année et une seule fois on fait des auteurs qui sont cantonnés pendant la plus grande partie du festival à Bamako, dans certaines écoles seulement, je crois que c'est un peu difficile. Mais moi, je profite également de l'occasion de tirer chapeau à M. Aya Ibrahima, qui est l'organisateur de la rentrée littéraire du Mali, qui fait un travail remarquable depuis une dizaine d'années. Effectivement. Je crois qu'il en fait beaucoup. Si l'État et les institutions peuvent l'épauler pour que des initiatives de ce genre-là puissent se multiplier, c'est bien. Oui. Bien, en plus de ce que vous avez dit, moi je vais ajouter quelques solutions. Comme on le voit en Côte d'Ivoire, dans certains pays, au Sénégal, peut-être même au Togo, il y a des écrivains qui organisent des colloques, des concours entre les jeunes pour découvrir les meilleures plumes. Ça serait un peu mieux au Mali. Alors, M. David, merci beaucoup. Je rappelle une fois avec l'auteur togolais, Monsieur David Pelly. David Pelly, pas Monsieur David Pelly. Autant pour moi, Monsieur David Pelly. Alors, nous sommes aujourd'hui avec David Pelly, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci intitulé Le général ne vit pas d'amour, une nouvelle de 6 nouvelles, qui est vendue partout, dans toutes les librairies du Mali, un peu partout au Togo également, au prix de 5 000 francs. Un très beau ouvrage. Et sur Amazon aussi. Sur Amazon, celui-là. Merci beaucoup. Alors, M. David, nous continuons. Alors, comme le disait Nelson Mandela, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Oui. M. David, est-ce que un peuple qui lit vraiment est un peuple qui gagne? Oui, moi je ne peux répondre que par oui. Bon, vous savez, je ne suis pas peut-être ce qui vous dirait que la lecture est indispensable, ou je ne sais pas, ou quand on ne lit pas, on va mourir. Non, la lecture ne fait pas partie des besoins vitaux. Ça, il ne faut pas qu'on exagère. Et on peut ne pas lire et vivre. Mais la lecture, elle est très importante. Très importante. Pour un peuple qui veut vraiment, être un peuple debout, qui est vraiment conscient des enjeux, je crois qu'il faut lire. Il faut lire. Parce que lire, non seulement ça cultive, mais ça permet de faire quoi? De pouvoir, je ne sais pas comment le dire, comprendre facilement certains enjeux et y répondre. Donc, je pense quand même que Nelson Mandela n'a pas tort. Un peuple qui lit est un peuple qui gagne, Alors, merci, M. David. Donc, c'est une affirmation que vous appuyez. Oui, déjà. Alors, merci beaucoup, M. David. M. David, disons, je ne dirais plus monsieur, excusez-moi, David, nous sommes presque au terme de l'émission. Monsieur, disons, excusez-moi encore. Allez-y. David. Alors, vous avez commencé avec monsieur David, donc terminé avec monsieur David. Alors, monsieur David, nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui à nos micros. Alors, monsieur David, vous, étant, disons, en tant qu'écrivain, on le dit très souvent, le boulanger vit de l'argent, du pain qu'il fabrique quotidiennement. En tant qu'écrivain, est-ce que vous vivez de votre art, de l'écriture? Est-ce que vous vivez de votre plume? Vous avez déjà la réponse à votre question. Ah bon? Quand vous prenez les écrivains, même dans les pays qui lisent, même dans les pays qui lisent, il y a très 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 peu qui vivent de leur plume. Il y a très peu qui vivent de leur plume. Et ça, il ne faut pas se cacher cette vérité-là. Il y a, je ne sais pas si ça fait 1%, ça ferait même 1%, je ne pense pas. Non, peut-être 2 pour 1000, 3 pour 1000, je ne sais pas, qui vivent moyennement, qui peuvent vivre moyennement de leur... Alors, ne parlons pas de pays où, je ne sais pas, de nos pays, où les gens, on ne peut pas vivre de ça. Dans nos pays. Et pour vous raconter
cette petite histoire-là. Oui. C'est juste pour ça qu'après le bac, j'ai refusé les études de lettres parce que je me disais, avec ça, je vais déboucher nécessairement sur quelque chose qui a rapport avec l'écriture. L'écriture. Bon, moi, je voulais faire un truc qui me fasse gagner de l'argent, qui me fasse vivre, quoi. Effectivement. Donc, c'est ça, je ne vis pas de ma plume. Non, j'ai mon travail que je fais. D'accord. Oui. Alors, merci beaucoup, monsieur David. Merci. Monsieur, j'ai autant pour moi, David. Non, comme je dis, tu as commencé avec ça, il faut finir avec ça. Non, David. Alors, monsieur David dit, disons, parmi tous les invités qui sont passés ici, les écrivains, les slammeurs, un artiste ne peut pas vivre de son art au Mali. Alors, c'est triste, c'est triste. Alors, ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en direct du studio d'Actuel Média et avec un écrivain togolais du nom de David Kpeli, auteur de plusieurs ouvrages dont Le Général ne vit pas d'amour, un recueil de nouvelles, de 6 nouvelles. Alors, je vais quand même brancher un peu. Monsieur David a une nationalité togolaise, Yao. David Kpeli vit depuis 2008 au Mali, où il est directeur des études à l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion de Bamako et enseignant de management et communication à l'université Montplaisir de Tunis à Bamako, auteur de 4 recueils de nouvelles, d'un recueil de chroniques politiques et de centaines d'articles publiés dans la presse et dans les ouvrages collectifs. Il est lauréat du prix littéraire France-Togo 2010 pour le manuscrit de son roman L'Ange retrouvé et du prix de la meilleure nouvelle de langue française du festival Plume francophone 2012, Lomé 2012, pour la nouvelle La prophétie de la belle de nuit qui figure dans ce recueil. Monsieur David, bravo, bravo, bravo. Alors, monsieur David, vous êtes au Mali depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Alors, aujourd'hui, ce pays se trouve dans un gouffre inimaginable. Alors, quelle est votre perception sur ce qui vit ce pays actuellement? Ma perception, c'est que c'est triste parce que, vous savez, je suis devenu malien. Oui. Et pour raconter la petite histoire, en 2017, j'étais au Togo, alors j'étais avec un journaliste et il me demandait quel est mon programme. Je lui ai dit demain, parce que c'était le lendemain que je devais partir, je lui ai dit demain je rentre chez moi. Il m'a dit chez toi c'est où? J'ai dit c'est au Mali. Oui. Ça nous a fait rire, mais c'est un peu la réalité. Il y a ce proverbe-là de mon peuple qui dit le mouton en broute là où il est attaché. Oui. Voilà, donc je fais partie aujourd'hui du Mali. Oui. Je suis dans une grande mesure malienne. Oui. Donc tout ce qui se passe au Mali, c'est automatique que ça me touche directement, comme tout ce qui se passe au Togo. Oui. Alors, le problème, c'est que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, je peux me targuer aujourd'hui d'avoir vu le début de ça. Tout a commencé un peu avec la chute de Muammar Kadhafi. Oui. Et là, moi, en 2012, pour la petite histoire, je suis passé devant l'ORTM 30 minutes avant que le coup d'état du général Sanogo ne... C'est-à-dire, moi, je suis passé là 30 minutes après, on me dit que l'ORTM a été pris par des militaires, il y a un coup d'état, j'ai dit, je viens de vivre une grande histoire quand même. Vraiment. Et là, on est quand même d'accord que tous les problèmes de ce pays ont commencé par ce triste jour de 2012 où l'État a basculé. Et on est arrivé aujourd'hui. C'est difficile, très difficile de ne vraiment pas s'inquiéter pour le Mali. Et ça donne à réfléchir. Ça donne vraiment à réfléchir, surtout que ce peuple, je peux dire que je le connais, parce que je le côtoie depuis des années. Oui. La violence là qu'on veut imposer aujourd'hui à ce peuple, je pense que ce peuple n'en a pas besoin. Oui. On n'en a pas besoin. Effectivement. On n'en a pas besoin et c'est compliqué. Quand on allume la télé, quand on allume la radio, quand on va sur Internet et on vous dit qu'il y a eu 30 morts, 50 morts,
25 morts. Mais quand même, c'est révoltant comme Très situation. Vraiment. Et là, on a l'impression que jusqu'ici, il n'y a rien qui se fait pour que ça change. Ça s'empire au jour le jour. On ne sait pas où va ce pays et c'est triste. Si vous me demandez aujourd'hui tout de suite quelle est la solution, je ne pourrais pas vous dire quelle est la solution. Parce que je n'en connais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a mis dans ça. Mais je garde droit aujourd'hui dans cet objectif-là et je dis aux dirigeants de ce pays, ceux qui décident des choses, sauvez ce pays. Faites quelque chose quand même pour ce pays parce que c'est trop. Je pense que maintenant c'est trop. Ce cycle infernal de violence-là, je crois quand même que il faut que ça s'arrête parce que ça devient insoutenable. On a l'impression des fois que les morts, c'est juste des chiffres. 25, 30, 40, 50. Ce qu'on oublie, c'est que derrière ça, il y a des veuves, il y a des veufs, il y a des enfants. Il y a des mères qui pleurent à l'enfant. Il y a un seul militaire qui meurt, mais c'est 20 personnes dans la vie, ça sont c'est peut-être 3, 4 enfants dans l'horizon. Effectivement. C'est une femme qui passera des années et des années à pleurer son mari. Oui. Et là, c'est difficile. Je connais ce que c'est, hein, une femme qui perd son en 99. Et ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas fini de pleurer mon père. Donc, je vais vous raconter cette histoire. En 2012, quand la crise avait commencé, j'étais en cours à Ecosub, c'est une université privée de Kédougou. Et j'étais en classe quand une de mes étudiantes a vu sur Internet le corps de son mari, qui a été, son mari faisait partie des premiers militaires qui ont été égorgés au nord. Elle a vu le corps de son mari, elle s'est dans la classe, à mon cours. On ne m'a pas raconté, je l'ai vu. Triste. Je l'ai vu. Quand les gens, je ne sais pas, se relever un jour, c'est difficile. Les morts ne sont pas des chiffres. J'ai l'impression qu'on nous parle aujourd'hui, et c'est la même chose qui se passe au Burkina, 150 personnes tuées dans tel village. Mais c'est pas des... Continuer à additionner des chiffres. Quand on parle de mort, c'est pas une question de chiffres, c'est une question de vie qui se brise. C'est une question d'horizon qui s'assombrisse. Donc je regarde encore dans cet objectif-là et je dis aux dirigeants de ce pays, sauvez ce pays. Parce que c'est trop maintenant. Il faut sauver le Mali. Il faut sauver le Mali. Il faut sauver l'Afrique tout entière. Alors, M. David, normalement, vous devez quand même être à mesure de nous donner quelques solutions. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas des solutions pour remédier à ces problèmes-là. Les problèmes de coup d'État, les problèmes d'assassinat, de séquestration, ça devient trop, c'est énervant. Vraiment, moi, j'aimerais que, en tant que auteur, en tant que citoyen africain, en tant que, que vous nous donniez quand même quelques solutions afin de freiner cette tuerie. Comme beaucoup le font des fois, en disant des choses sur des choses en disant tout sur des choses qu'ils ne savent pas, parce que c'est des choses un peu difficiles à... Très difficiles. Les gens qui ont la main dans ça, ils savent ce qui se passe. C'est pourquoi je me suis adressé aux dirigeants. C'est eux qui savent ce qui est en train de se passer. Sinon, moi, en tant que citoyen, ce que je dirais aujourd'hui, pour commencer, je demande un peu de sérieux, au moins, de la part de ceux pays, nos pays. Quand on a déjà des pays qui sont à genoux, quand on a des pays qui sont exploités par les puissances occidentales, parce que ça, il ne faut pas cacher ça. On ne peut pas le cacher. Vraiment. Quand on a déjà ça, toute cette situation-là, et qu'on retrouve sur place encore nos dirigeants qui détournent notre argent, et qui font n'importe quoi avec notre argent, et qui ne mettent pas le minimum de sérieux dans la gestion du pays, je pense qu'il y a un problème. Je ne peux pas imaginer aujourd'hui que, malgré la situation dans laquelle ce pays se trouve, on se retrouve encore avec des dignitaires qui détournent de l'argent. L'aide aux réfugiés, l'aide aux militaires, l'aide à ceux qui se battent, l'aide aux orphelins. Il y a toujours quelque part tapis dans l'ombre des gens dans l'administration ou ailleurs. Service qui détourne encore
argent-là. Et là, il faut que ça cesse parce que l'exploitation de cette puissance occidentale, ça on ne peut pas refuser. Mais il ne faut pas non plus oublier que cette exploitation se fait en complicité avec des élites, des dirigeants de ce continent. Donc, moi, si je dois avancer, je pense qu'il faut d'abord que ces dirigeants-là, ces gens-là, commencent d'abord à être beaucoup plus sérieux. Et au moins le minimum un sens de patriotisme. Qu'il ait pitié de ces pays, en fait. Il faut qu'on commence par ça. Je pense que le peu de moyens que nous avons aujourd'hui, si nous gérons ça, il y a certains de nos problèmes, nous pouvons les régler. On ne peut pas tout régler, il faut rêver. Mais on peut les régler. Donc, comme solution, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de sérieux dans la gestion de ce pays. De volonté. De volonté surtout, la volonté. La volonté, bien sûr. Oui. La volonté. Oui. Alors, M. David, c'est très bien compris. C'est un message très fort à l'endroit de tous ceux qui nous regardent parce qu'il ne s'agit pas de l'État des États seulement, il s'agit de toute l'Afrique entière. Bien sûr. Alors, M. David, l'alternance du pouvoir, vous êtes beaucoup optimiste sur ce système-là. Vous pensez que ce système-là peut changer la donne, n'est-ce pas, pour vous? L'alternance du pouvoir. Bon, je vais peut-être vous choquer un peu en vous disant que, vous savez, je ne suis pas de ceux qui lient le développement au système là qu'on appelle la démocratie. La démocratie. Je ne suis pas de ces gens-là. Parce que la démocratie aujourd'hui, on voit ses limites dans les grandes nations occidentales. Bon, alors, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que pour qu'un État se développe, il faut nécessairement une alternance ou pas. Parce que nous prenons aujourd'hui le cas de certains pays, comme le Bénin, le Bénin qui est limitrophe du Togo. Le Bénin est un pays qui, depuis une vingtaine d'années maintenant, connaît au moins ce qu'on peut appeler une forme de démocratie, même si c'est imparfait. Le Sénégal à côté. Même le Mali, ici, c'est pas ces derniers temps, le Mali, ça allait. On changeait au moins de président parce que au moins l'Afrique, c'est ça. Hein, déjà, quand on parle de démocratie, ça veut dire changer au moins de président. Même si on sait que ces présidents-là se font élire à travers la fraude, les bourrages durs et tout, au moins, on arrive à les changer au moins après chaque 10 ans après. Et alors, je disais qu'on a quand même des pays qui pratiquent ce semblant de démocratie, mais qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui des exemples de démocratie. Mais au contraire, si nous prenons le Rwanda, avec Kagame aujourd'hui, un pays dont beaucoup d'Africains sont fiers et à raison. Et Kagame n'organise pas des élections crédibles. Il est là depuis une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine d'années. Voilà. Mais on peut quand même dire que il a placé le Rwanda à un niveau qui n'est pas nécessairement le niveau de nos pays. Effectivement. Voilà. Et donc, l'alternance, pour moi, n'est pas nécessairement gage de développement. Mais le cas du Togo, c'est que j'insiste et je pose cette condition parce que c'est un cas qui est spécial. On est depuis 1967 avec une seule famille. Et il y a des Gnassingbé qui est à la tête du Togo depuis 1967 et qui est mort en 2005. Et son fils qui est venu, Faure Gnassingbé, qui est venu au pouvoir en tuant 1000 Togolais. Parce que l'ONU parle de 500, les organisations de droits de l'homme parlent d'1 millier. Les médias parlent de plus de morts que ça. Parce que jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui, il y a des parents qui ne retrouvent pas leur enfant. Alors, si nous prenons cette situation, et il est là depuis 2005, il vient d'entamer son 4e mandat à travers une élection, une parodie qui s'est passée le dimanche passé. Où on a bourré, on a bourré des urnes partout. Et quand on se retrouve devant une situation de ce genre, c'est difficile de ne pas parler d'alternance. Parce que l'état d'âme des Togolais aujourd'hui, c'est que avant qu'il n'y ait pas que ce soit, il faut que ce nom-là quitte la tête de notre État. D'abord. Insultant à un moment quand même. Ça devient insultant. Je ne pose pas le problème de manière. Alors, M. David, le technicien nous fait déjà signe. Nous sommes presque à thème de l'émission. Monsieur David, je rappelle pour une fois de plus que nous sommes aujourd'hui très ravis de recevoir, d'inviter M. David Pelly
auteur, il n'aime pas monsieur, mais moi je vais insister, monsieur David Pelli, oui, monsieur David Pelli, qui est auteur de nombreux ouvrages, dont le général ne vit pas d'amour, bébé littéraire paru aux éditions La Sahélienne, qui est vendu un peu partout, qui est vendu partout au Mali au prix de 5 000 francs l'exemplaire. Vous pouvez en avoir un peu partout en Afrique. Pour 5 000 francs, vous avez un très beau bébé. Alors, monsieur David Pelli, disons, David Pelli, quel est vos mots ou votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que je dis merci à tous les téléspectateurs de Actuel Média, merci à l'équipe d'Actuel Média. Et pour finir, je réitère encore mon appel aux dirigeants africains. Oui. Je sais que ça va tomber sur... Je suis en train de presser dans un désert, je le sais. Parce que si c'était seulement des mots qui pouvaient les changer, ils auraient changé depuis. Effectivement. Parce qu'on a utilisé tellement de mots. Mais on va continuer à le faire. Pensez à ce continent. Oui. Parce que vous humiliez trop ce continent. Pensez humilier trop ce continent. Donc, je pense que le message, il est très bien compris. Alors, monsieur David, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour une fois de plus. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui mardi 25 février 2020 et aujourd'hui nous avons eu le plaisir d'inviter M. David Pelli, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier, Le Général ne vit pas d'amour. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'obligation de vous quitter. Alors, sur ce, nous vous disons la semaine prochaine pour un autre numéro de la saga. Au revoir. Merci. 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 Merci.